Les épisodes 21 et 22 sont une présentation de la Société historique 1775-1783. Je t'invite à suivre leur groupe Facebook pour connaître tous les détails de leurs actions qui mettent en valeur les événements de la guerre d'indépendance américaine ayant eu lieu ici au Québec. Leur objectif, c'est d'éduquer, de partager et de faire vivre l'histoire avec une approche éducative et apolitique. Puis je t'ai fait ça simple. Tu peux trouver le lien de leur groupe dans le descriptif de l'épisode. Puis je te dis ça de même, c'est le premier lien que tu vas trouver dans la liste. J'en profite là, si jamais tu as envie de commanditer un épisode de Team Madame pour parler d'une madame historique en question, une madame en lien avec ton musée, ton événement historique, bref, ton projet, écris-moi, il y a plusieurs options dispo. Balado, spectacle de contes, légendification vivante, etc. Voilà, c'est tout. On se donne rendez-vous à Trois-Rivières les 13 et 14 juin prochains pour une reconstitution de la bataille des Trois-Rivières de 1776. 250 ans, c'est un bel anniversaire pour se jaser de ça, non? Il n'était pas sans craindre à la vue de ces soldats qui remplissaient tellement la salle et le vestibule qu'à peine pouvait-on passer. Parce que devant chaque grande femme, il y a toujours un homme qui lui fait de l'ombre. Il faut farfouiller, dépoussiérer, chercher pour qu'on puisse se le raconter, notre matrimoine. Parce que même si l'histoire a voulu les oublier, elles ont bel et bien existé. Ces femmes ont une histoire et un nom. Je m'appelle Valérie Deschamps, je suis professionnelle en matrimoine et conteuse. Je vous souhaite la bienvenue dans le balado Team Madame. L'invasion américaine de la province of Québec, ça date de 1775-76, ce qui fait qu'en 2025, on a parlé un petit peu de cet événement-là, mais pas tant que ça. Les 13 et 14 juin 2026, il va justement avoir une reconstitution de la bataille des Trois-Rivières, bataille qui a été décisive lors de ce conflit-là. Il y a la Société historique 1775-1783 qui m'a contacté puis qui m'a dit « Hey Val, ce serait le fun qu'on raconte aussi cet événement-là dans le regard des madames. » Tout à fait. Tu comprends bien que c'est direct dans mon fun, hein, ce genre d'affaires-là. Puis avant là, que tu dises que les madames étaient pas bien impliquées, que ce sont les messieurs qui faisaient la guerre, puis blablabla, laisse-moi te dire, mon ami, que les madames étaient pas mal plus impliquées puis touchées que tu le penses, puis que les livres d'histoire ont raconté, puis que c'est grâce à leur regard à elles qu'on peut avoir une vision pas mal plus complète de l'histoire qu'on raconte justement dans les livres, mais aussi connaître l'histoire qui est restée plutôt discrète, voire même secrète. Ce qui fait que j'ai commencé, après cet appel-là, à farfouiller un peu partout. Je savais déjà quelques trucs, là, étant formée en histoire et passionnée de la ville de Trois-Rivières. Mais je suis tombée, comme on dit, dans un trou de lapin, un rabbit hole. Je pouvais pas faire un épisode seulement sur la bataille des Trois-Rivières de juin 76. Fait que j'ai décidé de faire tout ça en 2 parties, en 2 épisodes, puis de parler aussi de ce qui s'est passé lors du siège de Québec l'hiver d'avant. Je t'ai fait ça là, le plus chronologiquement possible parce que, il y a des choses là, qui se chevauchent un peu partout. Sauf que, là, si tu t'attends à avoir un récit complet de la stratégie militaire de qui est passé par où, allé par où, qui est mort dans les soldats, les officiers, les noms des messieurs, oublie ça. Je suis pas là pour ça. Puis dans le balado T'es Madame, je veux juste mentionner qu'il n'y a jamais aucun nom de monsieur qui est nommé. Juste que tu sois au courant. Mais je t'assure là, que tu vas sortir de l'écoute de ces 2 épisodes-là plus curieuse, plus curieux que jamais, puis que surtout, tu deviendras, je te le dis, là, déterminé à dire qu'être Team Madame, c'est cool. Pendant les 2 prochains épisodes, je vais te raconter ce que les Augustines et les Ursulines ont vécu, comment ont répondu des femmes qui sont restées anonymes face à l'envahisseur ou bien face aux autorités britanniques en place, puis tu vas découvrir des figures restées trop souvent dans l'ombre. L'espionne Mademoiselle Baboche et la messagère d'importance capitale Joseph de Girard.
Parce que tu le sais maintenant, devant chaque grande femme, il y a toujours un homme qui lui fait de l'ombre. Eh bien, ensemble, on va tasser cette ombre-là concernant l'invasion américaine de 1775-1776. Place à notre matrimoine avec comme calendrier les mois de mai 75 jusqu'au mois de janvier 76, tout ça dans le regard de nos thés madame. Avant la fin de ce conflit, je vous tuerai. Là, je sais que dans tes cours d'histoire au secondaire, on t'a parlé de la guerre d'indépendance américaine. Mais c'est rare qu'on a fait le parallèle avec la guerre d'indépendance américaine et ce qui s'est passé ici en 1775 et 1776. Le territoire québécois a été le théâtre d'une des premières batailles de la guerre d'indépendance américaine. Ça faisait déjà une quinzaine d'années là, que le territoire québécois avait été conquis par les Britanniques. Après la guerre de la conquête, la guerre de 7 ans ou bien la French and Indian War, appelle-la comme tu veux, plusieurs décisions des nouvelles autorités au nord des 13 colonies faisaient pas l'affaire justement des gens qui habitaient plus au sud. Petit 1, la guerre de 7 ans a fait mal au coffre de l'Angleterre. Ça a coûté cher, comme on dit. Ce qui fait qu'on demande aux colons des 13 colonies de payer une taxe pour renflouer les coffres de la métropole. No taxation without representation. Petit 2, les 13 colonies ont plus besoin de la Grande-Bretagne pour se défendre contre la France. Elle n'est plus vraiment sur le territoire ou presque. Il y a donc comme un élan d'indépendance qui se dessine chez les habitants et les notables. Et petit 3, en 1774, les autorités britanniques instaurent l'Acte de Québec sur le territoire québécois. L'Acte de Québec, concrètement, qu'est-ce que ça mange en hiver? Ça fait quoi? Ben, ça restaure les lois civiles françaises. D'ailleurs, là, les femmes qui avaient 21 ans sous les lois anglaises étaient maintenant considérées comme majeures, mais avec le retour des lois civiles françaises, elles redeviennent mineures d'un point de vue juridique, et ce jusqu'à leurs 25 ans. L'Acte de Québec donne aussi la libre expression religieuse sur le territoire, ce qui offre donc une plus grande tolérance envers la religion catholique chez les Canadiens. Puis aussi, ça agrandit considérablement le territoire de la province et freine net fret sec les ambitions d'expansion territoriale des colonies limitrophes et des spéculateurs terriens au sud du Québec. L'objectif de ces points-là, de l'Acte de Québec, s'assurer de la loyauté des habitants de la Province of Québec envers la couronne britannique, alors qu'il y a des tensions qui montent de plus en plus entre les 13 colonies et le roi d'Angleterre. Dès la mi-mai 1775, la nouvelle se répand comme une traînée de poudre. Les soldats des 13 colonies s'organisent pour entrer dans la province. À ce moment-là, les troupes britanniques se font aller aussi de leur bord. On demande aux autorités religieuses, d'ailleurs, d'utiliser leur influence pour que les habitants restent fidèles au roi d'Angleterre. Il y a donc des messes, des prières, des neuvaines, puis il y a même des processions de reliques religieuses, puis toutes là, qui sont organisées. À Trois-Rivières, on raconte que Pendant toute la neuvaine, le monde a été fort assidu à la messe et au salut. Il s'y trouvait de très bons chrétiens, mais combien y en avait-il d'autres? J'ai ouï dire moi-même à plusieurs personnes sortant de l'église qu'elles y allaient, mais c'était pour prier Dieu que les Bostonnais gagnassent. parce que ouais, c'était loin d'être tout le monde, voire très loin d'être la majorité qui était du bord des Anglais dans ce conflit-là. Pour ben des gens de la province, c'était comme une chicane de famille, cette affaire-là. Une guerre entre les Anglais puis d'autres Anglais. Pour d'autres, c'était vraiment un sentiment de vengeance, puis un esprit de liberté qui les amenait à s'allier aux 13 colonies, puis pour certains, ayant déjà eu des postes militaires, eux autres, ben c'était sans équivoque. Ils étaient loyaux à la couronne. Mais comme on est loin d'avoir ben des volontaires qui se mobilisent du côté des autorités britanniques sur le territoire, le 9 juin 75, la loi martiale est proclamée par le gouverneur. Il veut mobiliser les troupes, mobiliser la milice canadienne. Sauf que ça fait pas mal patate. Il y a quelques brigades de volontaires là, qui se joignent à lui, mais pas tant que ça. Même qu'en date du 8 septembre, presque tout le gouvernement des Trois-Rivières refuse de marcher aux côtés des Anglais. À Nicolet, Bécancour, Gentilly, Saint-Pierre-les-Béquets, il n'y a personne qui a désiré s'enrôler dans la milice. Personne.
Le 15 octobre suivant, les autorités britanniques se rendent à Nicolet pour contrecarrer les discours d'un tribun bien populaire auprès de la population. Cet homme-là, c'est l'époux de Madame Rouillard. C'est un fervent opposant à l'association avec les Anglais. Ce qui fait que cette journée-là, ça cogne à la porte. L'officier venait faire un exemple avec ce monsieur-là. Il venait non seulement faire taire l'époux de Madame Rouillard, mais également l'obliger, lui et son fils, à se soumettre à la loi martiale proclamée un peu plus tôt. Madame Rouillard ouvre la porte. Madame, nous cherchons votre mari et votre fils. Où sont-ils? Aucune idée. Eh bien, si vous ne me dites pas où sont votre mari et votre fils, nous allons mettre le feu à votre maison. Mettez-le si vous voulez. Pour une vieille maison, vous m'en rendrez une neuve. Saint, préservez-moi du feu. Voici une bande de gueux qui veulent me faire brûler. Quand il s'est rendu compte qu'il allait rien retirer de tout ça, il a fait éteindre les flammes. Selon les données, il y aurait une dizaine d'hommes finalement qui se seraient joints aux troupes de milices dirigées par des commandants militaires issus des Trois-Rivières. Au final, là, dans la région, on compte environ 77 miliciens qui iront prêter main forte aux Britanniques. Le mois d'octobre s'écoule, puis ça se passe pas comme les Anglais le souhaitaient, mettons. Il y a des forts militaires qui tombent aux mains des Bostonnais. Les Britanniques battent en retraite au début du mois de novembre, puis sur leur chemin, notamment à Trois-Rivières, prennent tout ce qui pourrait être utile à eux ou surtout à l'ennemi qu'on voit qui s'en vient. Les vivres du roi, de l'artillerie, des munitions, des armes, même la poudre à canon des marchands est confisquée. Pour certains historiens, là, ce serait une preuve que la retraite s'est pas faite en douceur comme on a voulu le laisser croire, puis que c'était pas très stratégique. Ça s'est fait un peu comme à la va-vite, un peu comme s'ils étaient en panique, mettons. Les Britanniques se préparent à un long siège dans la capitale, les Bostonnais venant tout juste d'arriver à Lévis. Complètement privés de ressources, il y a les Trifluviens qui se rendent bien compte que ils seraient jamais capables de faire le poids contre les Américains si les Américains venaient qu'à passer en Trifluvie. Ce qui fait que des notables se sont rassemblés pour écrire une lettre et capituler. Dès le début du mois de décembre, les soldats des 13 colonies arrivent à Trois-Rivières. Les 4, 5 et 6 décembre, on les retrouve chez les Ursulines. Elles les accueillent, même si techniquement, elles doivent autorité aux ecclésiastiques plus hauts qui, on se rappelle, demandaient d'être loyaux envers la couronne. Mais pour elles, prendre soin du monde, peu importe qui, c'était plus important que toute autre chose. Puis tu le sais comme moi que la bonne marche que venaient de faire les soldats américains dans les températures automnales québécoises, c'était assurément pas évident. Les soldats ont froid, ont faim, ils ont des engelures, des blessures, sont malades, ça va pas bien. Dans la capitale, c'est pas mal la même chose là, qui se passe à l'Hôtel-Dieu de Québec. Les Augustines sont là. Elles craignent solidement la possibilité d'une nouvelle guerre. Dès le 15 novembre 1775, ça cogne à leur porte. Des dizaines et des dizaines de soldats habillés de bleu viennent chercher refuge chez les Augustines. Nous sommes allés aujourd'hui avec une compagnie d'hommes prendre possession d'un hôpital général qui est un groupe de bâtiments à environ 3/4 mille des murs de Québec. Dans ce bâtiment se trouve un couvent de premier ordre au Canada où il y a actuellement une trentaine de bonnes religieuses. Ces soldats étaient dans un état à faire compassion. Les habits en lambeaux qui les couvraient et leurs figures décharnées et misérables inspiraient vraiment la pitié. Ils demandèrent un morceau de pain à nos domestiques qui nous avertirent. Mais pour tout secours, nous ne pouvions donner à ces troupes affamées et épuisées par la fatigue qu'elles avaient éprouvée que 2 pains seulement. La charité nous les faisait plaindre, mais il ne nous eût sans doute été fort peu avantageux de fortifier nos ennemis. Un peu moins d'un mois plus tard, alors que déjà plusieurs habitants avaient aperçu des tuniques bleues un peu partout, c'est 400 nouveaux soldats qui se pointent au monastère. Il n'était pas sans craindre à la vue de ces soldats qui remplissaient tellement la salle et le vestibule qu'à peine pouvait-on passer. Ce qu'il faut comprendre, là, c'est que d'accueillir l'ennemi comme ça exposait les Augustines au danger de recevoir des tirs de représailles de la part des soldats britanniques qui, eux, étaient postés en ville. Parce que voir des soldats ennemis, des tuniques bleues, ça pouvait leur donner des envies de tirer dessus, mettons. Le général avait strictement défendu à ses troupes de tirer sur nous et que c'était la principale raison qui les engagerait à se retirer ici. On nous dit que depuis, quelques-uns avaient souvent tenté de le faire, mais qu'ils en avaient toujours été empêchés par les gardes qui avaient ordre de tirer sur tous ceux qui pointeraient des canons de notre côté.
et que le commandement se renouvelait à chaque fois. Mais tu sais, ils n'ont pas des yeux tout le tour de la tête, ces officiers-là, comme on dit, parce qu'il y en a eu des boulets de canon qui ont roulé dans la cour, dans le cimetière, puis même dans le cloître des Augustines. Ouais, même dans le cloître. Il en passa un autre si près de l'œil de bœuf de l'église qu'il le fit voler près de la lampe du Saint-Sacrement. Ce qui fait qu'une partie des soldats sont logés dans la salle basse et d'autres dans la maison des domestiques. Les officiers, eux, on les a installés dans l'ancienne salle du fondateur de l'hôpital et deuxième évêque de l'histoire de Québec. Je pense qu'on pouvait dire qu'il y avait du monde à messe. Puis, tu sais, des petits gars ensemble, ça s'échauffe les sens, hein? Les Américains dans le monastère, ils dérangeaient puis pas à peu près la quiétude des nobles madames, par leur présence, mais aussi par leur manque de savoir-vivre. Dans les annales du monastère, ils sont qualifiés de grossiers et détestables. Il y en a même qui se sont battus entre eux devant les salles des Augustines, au point où... Une fois, dans leur querelle, ils voulurent défoncer les portes de notre cloître et y pénétrer, mais ils furent traversés de leur destin. Une femme, bostonnaise, dit-on, se mit au devoir de les en empêcher au péril même de sa vie. Et en passant, c'est grâce à ce témoignage-là que j'ai su que des femmes accompagnaient les soldats américains, ce qui fait qu'elles ont fait le chemin, elles aussi, pendant 6 semaines. Elles ont affronté le froid, la faim, la maladie, les blessures, puis les petites chicanes des petits soldats. On va se le dire, là, le rôle de ces madames-là est super méconnu. Petit aparté avec l'épisode 16 sur la baronne Raille des Ailes, j'ai su pour les madames des soldats britanniques, mais j'ai pas vu grand-chose sur le cas des femmes américaines. Puis j'ai pas vu grand-chose non plus en général, là, même sur les femmes britanniques. Encore une fois, si t'as du stock sur ça, laisse-moi tout ça, des petits liens en commentaire. Noël arrive. Puis il y a toujours la tralée de soldats bostonnais qui crèchent chez les Augustines. Mais selon les officiers, ils ne devraient pas en rester longtemps. Ils espèrent être maîtres de la ville d'ici quelques jours. Vint d'ailleurs le jour J. À 4 heures du matin, le 31 décembre 1775, ça commence. Québec est attaqué sur 2 fronts. 600 hommes arrivent sur le nord, soit le quartier Saint-Roch, 300 autres au sud par le Cap Diamant. Mais Dame Nature est du côté des Britanniques. Ce matin-là, il y a une de ces tempêtes de neige qui vient contrecarrer les plans des Américains. La troupe au nord réussit à prendre la barricade sur la rue Saut-au-Matelot, mais sont attaqués par les miliciens cachés dans les maisons et les rues à proximité. Mais les Britanniques reprennent le lieu et... Vers 8 heures, nous vîmes revenir quelques soldats sans armes et, à leurs airs tristes et déconcertés, nous nous rassurâmes sur la perte entière de la ville. Peu après, quelques blessés arrivèrent et nous dirent que la chaleur du combat n'avait paru se ralentir que pour quelques instants. La mère supérieure alla cependant les visiter ce jour-là et ne put se refuser à un sentiment de compassion à la vue de ces pauvres malheureux couchés dans un peu de paille rougie de sang et leur envoyer un peu de linge pour panser leurs plaies et quelques couvertures, disant que la charité envers nos ennemis est toujours agréable à Dieu. Sauf qu'elles sont loin d'être sorties d'affaires, nos Augustines, parce qu'à la suite de la bataille, il y a un siège qui s'organise et ce siège-là va durer plusieurs mois. Elles vont pendant ce temps-là continuer de soigner des blessés. Pendant le siège, il y a une autre des madames qui va s'illustrer. Elle s'appelle Mademoiselle Baboche. La résidence de Marie-Barbe Loisel, connue aussi sous le nom de Mademoiselle Baboche, se trouve justement en plein cœur du quartier Saint-Roch. Elle habite le coin depuis qu'elle a genre 3 mois. Née le 2 octobre 1750, ses parents ont acquis un lot dans ce qu'on pouvait appeler le nouveau faubourg Saint-Roch à l'époque, qui était aussi à ce moment-là en pleine expansion. Après avoir connu les bombardements puis la destruction de la ville lors de la guerre de conquête, celle qu'on connaissait aussi sous le nom d'Élisabeth a 25 ans quand les 13 colonies veulent envahir la nouvelle province of Québec. On pourrait croire qu'elle était effrayée, qu'elle se morfondait pis tout, mais moi je te dirais que, je pense qu'elle avait plutôt ça dans le sang. Son grand-père paternel était un soldat qui surveillait le fleuve sous le régime français, puis son grand-père maternel, lui, était major des compagnies de milices de Charlesbourg. En 1775, elle est la seule de sa famille à encore habiter dans le coin. Pas mariée, mais courageuse comme pas deux.
Ouais, ben, ce matin-là, j'ai accepté le rôle que le gouverneur m'offrait. Je suis devenue agente de renseignement. Agente baboche. Pourquoi c'est elle qu'on a choisi plus qu'une autre ou bien qu'un autre, hein? Ah, c'est une fichue de bonne question. Peut-être à cause de son courage hors pair, justement, mais assurément aussi pour son excellente connaissance du terrain. Cela dit, ses motivations à elle sont complètement inconnues. Mais on peut spéculer que, comme d'autres habitants du coin, il n'était pas question qu'on détruise encore une fois sa maison, son quartier puis sa ville. J'avais comme mission de faire des allers-retours, d'un bord puis de l'autre, puis de ramener des infos au général britannique. Mais à un moment donné, les Yankees m'ont pogné, puis ils m'ont capturé puis gardé captive. Mais j'ai réussi à m'enfuir. Le 17 janvier 1776, elle se déprend puis a réussi à aller communiquer de nouvelles informations aux responsables britanniques. Le siège se poursuit sans qu'on ait bien plus d'infos sur elle. Par contre, là, grosse affaire. Au mois de mars suivant, elle met au monde une fillette. Fillette qui prit le nom de Marie-Josette. Fait que maintenant, fais le calcul comme tu veux. Mais ça donne que pendant qu'elle était espionne... J'étais enceinte. Ben oui. Ben oui, hein? Elle est là. YOLO, comme disaient les anciens jeunes. En 1778, Marie-Barbe reçoit une pension à vie pour service rendu lors de l'affrontement de l'hiver 75-76. Elle est une des 3 seules personnes à recevoir ça cette année-là. Les autres miliciens vont devoir attendre les reconnaissances en 1801-1802. C'est beaucoup d'années plus tard, ça. Marie-Barbe aura été déclarée infirme, qualifiée d'absente d'esprit, mais elle s'en est sortie rapidement. Elle a peut-être comme vécu un genre de PTSD, mettons. Jamais, là, elle va se marier, mais elle aura quand même d'autres enfants, notamment avec un marchand protestant de Québec. Ils sont restés ensemble jusqu'au décès de monsieur. Mademoiselle Baboche est décédée à l'âge de 67 ans le 14 octobre 1817. Là, je sais pas pour toi, là, dans ta ville, comment t'appelles ça, de l'alcool frelaté, de l'alcool illégal. Nous, chez nous, à Trois-Rivières, on appelait ça de la baboche. Ben, je me suis demandé s'il y avait un lien entre Mademoiselle Baboche puis de l'alcool frelaté. Et il y en a pas. Ben non, c'est genre juste le surnom de Barbe, un peu comme Babette pour Élisabeth, genre. Pendant le siège de Québec qui va durer jusqu'au mois de mai, il s'est passé plein d'autres affaires. Puis après, Trois-Rivières, comme je t'ai dit, a été le théâtre d'une grosse, mais vraiment rapide bataille. Puis ça, on va te raconter ça dans la partie 2. On se retrouve tantôt dans l'autre épisode. À tout de suite! La bande sonore est une composition originale de Dominique Brouillard. Le visuel du balado T'es Madame est une création d'Ève Courtois, illustratrice. Dans le rôle des soldats, Jean-Philippe Marcotte de Personnaré, vulgarisation historique. Dans la lecture des textes des Augustines de Québec, Micha Orzwil. Pour interpréter Mademoiselle Baboche, Madame Rouillard et à la lecture des Annales des Ursulines de Trois-Rivières, Marie-Noël Grenon. À l'idéation de T'es Madame, à la recherche, à l'animation, rédaction, scénarisation, montage, moi-même, Valérie Deschamps.